Ah, c'est mieux. Bonjour Miguel. Est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour Miguel. Allô, allô. Oui, voilà. Ah, ça y est, nous nous entendons. Thierry, Comment allez-vous? merveilleusement, merveilleusement. Et vous? Parfaitement. Cette édition se déroule presque comme prévu, si ce n'est qu'on n'a pas les Ouais. auteurs en direct, hein, mais sinon, Extraordinaire. tout va très bien. En tout cas, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors Miguel, on vous accueille pour parler de votre troisième roman qui s'appelle Absolument. Héritage. Il me semble que les lecteurs qui vous avaient découvert dans les deux précédents romans, qui s'appellent Le Voyage d'Octavio et Sucre Noir, vous attendent. J'oserais même dire, vous attendent au tournant, maintenant un petit peu à chaque fois, pour lire chacun de vos romans suivants, en se disant qu'ils vont être à chaque fois ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. C'est-à-dire qu'on aime aussi revenir dans l'univers de Miguel Bonnefoy, avec un livre qui, je pense, cette fois, va aussi les combler justement pour cette attente, puisque on va retrouver votre patte, on va retrouver dans ce livre des destins fabuleux, des personnages incroyables, une langue luxuriante, fantasque, poétique, une dose aussi de ce fameux réalisme magique propre aux littératures sud-américaines dont vous assumez l'influence, mais c'est aussi à la fois un roman qui se situe dans cet univers et un roman qui est bien à part, qui a aussi ses particularités, et notamment parce que cette fois, il semble, on va en discuter, que ce roman soit un petit peu plus personnel, directement personnel, puisque inspiré clairement de votre histoire familiale. Alors ce livre, donc Héritage, couvre une centaine d'années, hein, qui va de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu des années 70. Au tout début du roman, c'est un vigneron jurassien qui va arriver un peu par hasard au Chili et qui a fui la France parce que il n'a plus de vigne et donc il part avec un pied de vigne et il va aller planter ses racines à la fois de vigne et à la fois ses racines personnelles dans ce pays. Et donc on va suivre le parcours de toute une famille après ce premier personnage, toute une histoire familiale qui va nous emmener jusque à la dictature de Pinochet et donc un retour d'exil en quelque sorte, un retour d'exil en France. Et donc on va avoir l'histoire de cette famille qui va se dérouler comme un fil. Alors c'est pas une pelote qu'on déroule, c'est plutôt une pelote qu'on enroule, justement, puisque cette famille cette histoire familiale va grossir avec des personnages qu'on va découvrir à chaque génération. Et à chaque fois, on a des tranches de vie qui sont assez hautes en couleurs. Alors, je ne vais pas dévoiler tout le roman, mais entre autres, on trouvera une dresseuse de vautours, une aviatrice qui va s'engager dans la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, un musicien qui va mettre au chant tout un village et donner des opéras quasiment en plein milieu du désert. Donc, tout un tas de personnages comme ça, magnifiques. On a les éléments fantastiques qu'on aime retrouver aussi dans vos romans. Il va être question, par exemple, de lévitation. Il va y avoir un spectre aussi qui non seulement va venir hanter les vivants, mais va venir en enfanter un aussi, ce qui est assez incroyable. Mais tout ça est aussi ancré dans un réel bien présent régulièrement, puisqu'il sera question de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, et aussi de la dictature, avec toutes ces exactions et toutes ces tortures qui sont évoquées à la fin. Donc voilà, pour donner un cadre un peu global de ce roman. Alors, je le disais, Miguel, ce roman semble, sans être un roman autobiographique, hein, et encore une fois, c'est une fiction, donc il y a, comme souvent chez vous, la réalité est une patte pour faire une fiction, mais il me semble que ce roman est beaucoup plus personnel que les autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ? Absolument. Bravo Thierry pour la belle introduction. J'ai trouvé que c'était intelligent, pétillant, à la fois puissant et pudique. Je rougis.
Eh bien, figurez-vous, en effet, qu'en partie, c'est une affaire de famille. C'est-à-dire, j'avais envie, bien entendu, de parler de ma mythologie familiale, parler de mon récit familial, parler donc des bonnes foi, puisqu'il semblerait que les bonnes foi, ou du moins jusque-là où on a pu remonter dans les archives municipales du Jura, on sait que au fin 19e, donc autour de 1860-1870, le premier Bonnefoy dont on a connaissance s'appelle Claude Georges Bonnefoy. Il était tavernier. Il venait d'un petit village qui s'appelle Boissia. Et la seule chose qu'on sait d'ailleurs dans la description de cet homme, c'est qu'il y a à côté de tavernier un adjectif, qui est le premier adjectif qui caractérise la famille, qui est honnête. C'est bien. Claude Georges Bonnefoy était un homme honnête. Alors c'est beau, tu me diras, non? Et l'idée était si belle, et j'aurais bien aimé pouvoir la mettre dans le livre. Or, ça semble faux. Et si tu le mets dans le livre, tout à coup, tu te dis, non, il ment. Donc j'étais obligé, paradoxalement, de passer par la fiction, c'est-à-dire d'éliminer ce petit détail pour pouvoir donner de la vraisemblance. C'est-à-dire que, paradoxalement, la fiction devient plus véridique, devient plus vraisemblable. Car, en effet, la réalité n'a pas les pudeurs de la fiction. Claude Georges Bonnefoy, en effet, né à Boissia. De là, il part à Clairvaux-les-Lacs. De Clairvaux-les-Lacs, il part à Lons-le-Saunier. Et de Lons-le-Saunier, il semblerait qu'il est arrivé, parce qu'il fuyait la crise du phylloxéra, à Santiago, au Chili, où il s'est installé, où il s'est marié avec une Française, où ils ont eu des enfants français, tout en restant à 12 000 kilomètres de distance. Et à partir de là, ils ont recréé une sorte de petite France à l'étranger, dans laquelle on ne parlait qu'en français à la maison. On était franco-maniaque, francophile, francophone. On envoyait les enfants dans des petites écoles françaises qui s'appelaient les Alliances françaises et qui étaient déjà créées, qui n'a rien à voir avec les Alliances françaises d'aujourd'hui. On mangeait à la française. On avait des bonnes qui s'habillaient comme les bonnes de la bourgeoisie française fin 19e. On faisait des pique-niques. On se lavait dans des baignoires. C'est-à-dire qu'on vivait vraiment comme dans une sorte de petit cocon tout à fait français, alors que ça n'avait absolument rien à voir avec la France. On continuait parfois à étudier à l'université ou au lycée des textes du siècle des Lumières, alors que pour la France, c'était déjà des vieux textes, mais on étudiait presque le contrat social comme si c'était une publication qui était récente. Tu vois, on étudiait le positivisme de Comte. Il y avait en effet certains étudiants qui pouvaient te parler exactement de comment faire pour aller depuis Saint-Michel jusqu'à la Bastille, quelle rue prendre, alors qu'ils n'avaient jamais mis un pied à Paris. Donc il y avait cette espèce de français à l'étranger complètement dingue, dans lequel il y en a eu dans plusieurs endroits du monde, mais il semblerait que les Bonnefoy ont fait partie de cette petite bourgeoisie franco-chilienne, au point que lorsque la nouvelle de la Première Guerre mondiale est arrivée jusqu'au Chili, eh bien, il a fallu que ces fils d'immigrés décident de partir servir leur pays, décident de partir dans les tranchées pour aller défendre un drapeau et combattre dans une terre qui, de toute façon, ne leur appartenait pas et dans laquelle ils n'avaient même pas prévu de s'installer. Parfois, ils parlaient français, bien entendu, mais ils parlaient sans doute français avec un accent, et d'autres, peut-être, parlaient assez mal le français, puisque l'espagnol était leur langue maternelle. Dans mon histoire familiale, on raconte tout ça, et on raconte surtout que donc mon arrière-grand-père, Émile Bonnefoy, que moi j'appelle Lazare dans le livre, né à Santiago du Chili, fils de Français, mais plus chilien qu'un Chilien, arrive avec Robert et Charles Bonnefoy en 14 en France pour se battre dans les tranchées, et il y a cette scène du puits d'eau, dont je ne sais pas si tu voudras qu'on en parle peut-être un petit peu plus tard, qui m'a semblé tellement étonnante et que je trouve tellement belle comme histoire. Et qui est réelle, du coup. Et qui semblerait réelle. Alors encore une fois, se non è vero è ben trovato, comme disent les Italiens. Si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé. Non, c'est-à-dire que dans la mythologie, dans la légende familiale, tu sais jamais véritablement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, mais au fond, qu'importe. Comme ils disent là dans le western, The Man Who Killed Liberty Valance, si la légende dépasse la réalité, on imprime la légende. Tout à fait. Tu vois, qui est bien plus intéressante. Et l'histoire, de toute façon, est minée de légendes qui, sans doute, n'ont jamais existé, mais ça a permis de bâtir des peuples, de créer des religions, de faire des mouvements de masse. C'est-à-dire que toute construction sociale est un récit. Donc, toute construction familiale l'est aussi. Moi, j'ai grandi dans cette construction familiale dans laquelle, du côté Bonnefoy, on était à cheval entre deux pays et que j'avais eu un arrière-grand-père qui avait combattu dans la tranchée
en 14-18 et qui s'était retrouvé avec un Allemand qui lui aussi était fils d'immigrés allemands du sud de l'Allemagne dans la tranchée et que finalement ils se donnent une confidence et ils parlent directement en espagnol l'un l'autre. À partir de là, en effet, je me suis dit qu'il se serait beau de pouvoir raconter cette histoire, c'est-à-dire commencer le livre avec l'histoire du Puy d'Dô, et je savais que je voulais finir le livre avec la torture, avec la dictature de Pinochet, qui est l'histoire de mon père, puisque mon père est arrivé en tant que réfugié politique en France dans les années 74. Donc je me suis dit en effet que j'avais d'un côté, en 1872, 73, 74, quelque part, fin 19e, un arrière-arrière-grand-père qui était parti pour aller planter de la vigne, ou du moins pour être tavernier au Chili. Honnête, un siècle plus tard, pardon, pour être tavernier honnête. Voilà, bravo. Pour être tavernier honnête, du moins, espérons qu'il ait gardé son honnêteté, non, la honnêteté chilienne. Et en effet, j'avais mon père qui, en 1973-74, allait revenir, en effet, en France pour rencontrer ma mère, et donc, moi, je serais né quelques années plus tard. Quoi qu'il en soit, si tu te mets à voir, le livre était déjà tout écrit. C'est-à-dire qu'il y avait un siècle au milieu, j'avais la possibilité de mettre 2 guerres mondiales, j'avais la dictature, j'avais 4 générations, et mon travail a été donc de m'épauler, de m'accouder sur cette réalité, sur cette histoire avec un H majuscule, mais aussi l'histoire familiale, et puis ensuite faire œuvre d'écrivain, c'est-à-dire me permettre de styliser, de modifier, d'annexer, d'enlever, d'ajouter, d'éliminer des personnages qui ont réellement existé, mais qui finalement ont souillé la structure narrative, et d'en rajouter d'autres, comme Aucán, comme Bracamonte, comme tant d'autres dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, comme typiquement El Maestro, ou l'histoire... Margot. Margot, en effet. Qui est à la fois, je crois, inspirée d'une vraie personne qui s'appelait Margot, qui a été aviatrice chilienne, française, engagée à la RAF, mais qui ne faisait pas partie de vos ancêtres, mais qui est d'ailleurs sans doute le personnage autour duquel il y a le plus de fantastique, peut-être. Absolument. Eh bien, c'est tout à fait ça. Je trouve ça très beau, en effet, votre façon de le dire. C'est peut-être le personnage où il y a le plus de merveilleux, le plus de fantastique, le plus de baroque, le plus de lyrisme. Peut-être parce que moi-même, je ne me sens pas réellement en appartenance ou attaché à ce personnage, qu'il appartient à l'histoire, c'est-à-dire il appartient à tout le monde, il n'est le privilège de personne, il est la source de personne. Et j'ai pu me permettre le luxe, tout simplement, de voler ce personnage au monde pour pouvoir le ramener dans mon histoire en le collant avec mon échafaudage narratif, pour en faire une même patte. Et ce qui a été le plus difficile, sans doute, dans le livre, et ceci, mon cas n'est pas du tout extraordinaire, je pense que toutes les personnes qui écrivent sur leur histoire familiale ou sur un fait réel, le plus compliqué est le dosage et l'équilibre. C'est-à-dire que jusqu'où tu te permets d'aller piocher dans la réalité, jusqu'où tu te pioches dans ton histoire familiale sans blesser personne, etc. Et jusqu'où tu mets de l'imagination et de la fiction sans que ça semble habillée comme une duchesse viennoise ou comme une sirène, avec des dentelles comme ça, des colliers et des perles partout. Ce dosage-là a été sans doute la partie la plus compliquée. Et effectivement, alors il y a des choses très concrètes en rapport avec la réalité qu'on n'est pas obligé de connaître pour lire le livre, évidemment, mais qu'on peut lire à plusieurs niveaux. Par exemple, le dernier personnage qui s'appelle Hilarioda, c'est, je crois, le pseudonyme de votre père qui, quand il a commencé à écrire, quand il était en France. Et il y a aussi quelque chose avec Michel René. Il y a un Michel René mystérieux qui parcourt tout le roman. Et je crois que c'est aussi en lien avec votre père. Bravo, eh bien, absolument. Donc mon père avait 17 ans lorsqu'il faisait partie du MIR, qui sont le mouvement d'extrême gauche révolutionnaire, Movimiento de Izquierda Revolucionario. Il a été arrêté, envoyé à Villa Grimaldi, torturé pendant à peu près 3 semaines. Ensuite, il a été envoyé dans une prison commune, que moi j'ai décidé d'éliminer dans le livre. Je passe directement de la torture à l'exil, alors qu'il a fait un passage de 1 mois dans une prison commune, classique, si tu veux. D'ailleurs, quand lui il m'en parle, il me dit que c'est un paradis, la prison, à côté d'un centre de torture. Tout à fait paradisiaque. Il m'a dit, j'avais l'impression d'arriver dans un endroit où tu avais des licornes comme ça qui couraient sous les arcs-en-ciel. Ça te donne une idée, un système de conférence de comment était le centre de torture. Quoi qu'il en soit, après il a été exilé, il est arrivé plus exactement à Barcelone, pas directement à Paris, et là il s'installe et décide d'écrire ce récit, ce témoignage de la torture, pour laisser une trace dans l'histoire, mais également parce que lui il avait besoin à un niveau cathartique de le faire. Et donc, en effet, il écrit Relato nel Frente Chileno, récit sur le front chilien, qu'il publie dans une petite maison d'édition catalane qui s'appelle Blume, B-L-U-M-E, Blume Édition. C'est tiré à 300 exemplaires, pas plus. Il n'y a qu'une seule revue de presse
que nous avons à la maison, qui est dans une revue pornographique catalane, donc avec des jeunes espagnols qui sont, si tu veux, dans la revue. Et à la fin, tu as une page qui est, si tu veux, une sorte de petite dépêche culturelle de l'actualité culturelle du moment. Et là apparaît dans un minuscule petit coin, eh bien, une description du livre, la photo du livre et la photo de mon père, qui apparaît à 17 ans, avec une cagoule comme ça. Il n'a pas voulu montrer son vrai visage et tient le livre à la main comme ça, cagoulé. Moi, j'ai longtemps regardé cette photo avec une sorte de fascination. Et pour protéger sa famille, il a décidé de ne pas signer avec son vrai nom de famille Bonnefoy, sinon de prendre un pseudonyme, Hilario Da. Le livre, en effet, est publié dans la maison d'édition espagnole, me parvient lorsque moi je commence à grandir, etc. Je l'ai toujours eu à la maison, mais je ne l'ai jamais lu. Et lorsque je décide réellement de me mettre à lire le livre, je me rends compte que non seulement il y a là un document parfait qu'il faut absolument exhumer de l'oubli, qu'il faudrait absolument retraduire ou republier, mais si je me mets à faire ce travail-là, alors c'est un travail de traducteur dans lequel moi je finirai par faire une préface, et ce n'est pas mon style. Il y a d'autres écrivains qui feraient ça sans doute beaucoup mieux que moi, mais il se trouve que moi j'ai la tentation romanesque et j'aime bien habiller les choses différemment. Alors en effet, j'ai décidé tout simplement de recréer cette histoire d'un siècle pour finir avec Hilario Da. Mais au moment en effet de finir le livre et de choisir de prendre ce personnage pour pouvoir en faire une sorte de projection de la jeunesse de mon père, eh bien j'ai décidé en effet de prendre le pseudonyme de mon père comme si c'était le véritable nom de mon personnage, Hilario Da. Bien entendu, mon père s'appelle comme moi. Il s'appelle Miguel. Je m'appelle Miguel. Moi, je m'appelle comme mon père. Quand il est arrivé en France, il a décidé de franciser son nom. Donc, il s'appelle Michel. Tout le monde l'appelle Michel, mais qui est Miguel en français. Et donc, il s'appelle Michel Bonnefoy. Le dernier personnage s'appelle Michel René. René, qui est la Renaissance. Et donc, en fait, c'est Michel René une deuxième fois. Donc, lorsque Hilario Da arrive en France, il s'appelle Michel René, alors que dans la réalité, c'est l'inverse. C'est Michel Bonnefoy qui, en arrivant en France, va s'appeler Hilario Da, tu vois. Ce qui est étonnant, c'est que c'est une famille finalement qui naît plusieurs fois, puisque au début du roman, quand le premier personnage arrive au Chili, il y a eu une petite confusion sur les questions qu'on lui pose. On lui donne un faux nom, lui donne Lonsonnier, puis comme le douanier ne comprend pas bien le français, il met Lonsonnier comme nom de famille, et il lui demande sa date de naissance, et croyant que c'est autre chose, il dit qu'il va en Californie, et du coup le douanier marque une fausse date de naissance, et du coup cette famille naît une deuxième fois, et en revenant en France finalement renaît une troisième fois sous une identité qui est à la fois la même et à la fois différente. À la fois différente. Voilà. C'est exactement ça, mais c'était une astuce narrative pour justement me dédouaner de l'histoire des Bonnefoy. Parce que tu as deux options quand tu racontes une histoire comme ça, et demain si par exemple toi Thierry tu décides en effet d'écrire sur les Caquets, eh bien tu te dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de prendre le nom de famille de ma famille, mais donc en effet tu es en train d'exposer tout le monde, ou au contraire tu décides de prendre alors un nom de famille arbitraire et tu décides par exemple de les appeler les Bonnefoy. Bon, les Bonnefoy, il faut créer la confusion. Et bon, supposons que tu décides de l'appeler les Bonnefoy, donc tu décides de manière arbitraire de les appeler comme ça. Moi je me suis dit, ce serait encore plus beau que dans les premières pages, je trouve une astuce et une ruse narrative pour en fait les nommer à l'intérieur du livre. Ce qui permettrait en fait de les faire naître aussi dans le cœur du lecteur. Et pas que le lecteur sente que moi j'ai déjà fait un travail de réflexion, qu'arbitrairement j'ai choisi ça. Donc c'est juste une astuce, encore une fois. Et pour tout te dire, et puisqu'on est en famille, et bien sûr, tous les deux, tout à fait. On en parle. Eh bien, en ce moment, le livre que je veux écrire après Héritage est tout simplement le diptyque d'Héritage. C'est-à-dire que là, j'ai parlé en effet de toute l'histoire familiale paternelle qui finit avec Hilario Da, qui arrive en France et qui va rencontrer une certaine Venezuela, qui est une femme d'un pays d'orchidées et de bateaux, qui va lui proposer une autre révolution. Venezuela est bien entendu ma mère, qu'on retrouve déjà dans mon premier roman, Le voyage d'Octavio, puisque Octavio tombe amoureux de Venezuela. Et le roman que je veux écrire maintenant est toute l'histoire familiale maternelle, c'est-à-dire la création de ce personnage de Venezuela, qui est ma mère en effet, et qui, elle, à la fin du livre que je vais écrire, rencontrera en arrivant à Paris
un jeune réfugié politique de la dictature de Pinochet, un certain Hilario Da. Ah, la boucle sera bouclée. Bravo, bravo. Si tu veux, ce seront des livres miroirs, non? Ouais. Et maintenant, je me pose la même question. Comment je fais pour commencer ce livre? C'est-à-dire qu'il faut bien que je renomme d'une manière astucieuse, encore une fois, la famille qui s'appelle Borjas. Du côté de ma mère, on s'appelle les Borjas. Borjas. Il semblerait que c'est une vieille famille qui vient des Borgia. Et en effet, de la famille Borjas, comment je fais pour les renommer? Et alors, il faut trouver, encore une fois, suffisamment une bonne histoire, tu vois, pour pouvoir en effet se dédouaner de toute la partie familiale, tout en gardant un pacte avec le lecteur, à l'aube du livre. On a déjà envie de lire le prochain, ça c'est clair. À peine on a fini celui-là. Alors dans ce roman, donc il n'y a pas que l'histoire familiale, c'est pas que une histoire familiale déguisée sous une belle histoire, ce qui serait déjà pas mal. Mais évidemment, il y a d'autres thématiques qui viennent parce que de cette histoire personnelle, vous faites non seulement une fiction intéressante, mais en plus des thématiques universelles. Évidemment, comme le titre l'indique, une des thématiques fortes du roman, c'est l'héritage. Qu'est-ce que les parents transmettent aux enfants? Qu'est-ce que les enfants reçoivent des parents? Qu'est-ce qu'on transmet de façon consciente? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre? Et qu'est-ce qu'on transmet sans le savoir? Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on reçoit sans le savoir de ses parents? Et ça traverse aussi tout le livre. Dans la construction du livre, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. Il m'a semblé que chaque chapitre porte le nom d'un personnage et au début du chapitre, pendant plusieurs pages, c'est pas du personnage qu'on nous parle, mais c'est d'un autre. Ce qui fait qu'on a bien ce lien entre les personnages en famille et on coule comme ça jusqu'à la fin, mais d'un personnage à l'autre et on sent bien l'héritage aussi qui se transmet, encore une fois de façon volontaire ou pas. Donc ça, c'est une thématique qui est forte quand même dans ce roman. Absolument. Il y avait en effet cette ruse-là et de structure, d'architecture narrative, de pouvoir faire que chaque chapitre puisse se prendre presque à un niveau isolé et qu'on retrouve dans le chapitre la racine et le fruit, qu'on comprenne plus ou moins comment va finir le chapitre parce que du coup il est lié avec le précédent, mais surtout d'où cette affaire est venue, et avec cette vieille idée que rien ne naît par hasard, sinon que tout est conséquence de quelque chose. Donc cet héritage-là était juste un niveau de narratif. Ensuite, si on va dans une autre couche, on peut aussi parler de l'héritage de la langue. C'est-à-dire qu'il y avait bien sûr le français qui était passé de voix en voix, de cœur en cœur, de personnage en personnage, qui n'est pas perdu. Et j'avais également envie de rendre hommage à une sorte de français qui continue à palpiter, qui continue à vivre en dehors de la France, en dehors de l'Hexagone. Et il semblerait, selon ce qu'on m'avait dit, qu'il y a plus de gens qui parlent français en dehors de la France qu'en France même. Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Comme idée. Et donc heureusement que le français n'appartient pas à la France. Et en effet, ce qui est intéressant aussi dans une autre couche, si on continue dans ce système un peu tellurique, c'était de pouvoir créer à l'intérieur même du livre certains héritages de dilemmes que chaque personnage se passe. Donc il y avait à la fois le dilemme de chaque génération, c'est-à-dire le dilemme du puits d'eau, et bon, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, ça semble abstrait, je comprends tout à fait, mais c'est peut-être un peu long d'expliquer, mais après moi je peux l'expliquer, il n'y a pas de problème. Le dilemme du puits d'eau, le dilemme en effet que va avoir Margot pendant la Deuxième Guerre mondiale et le dilemme de Hilario Da dans le centre de torture, donc ce dilemme qui est passé et qui montre en effet que les choix qu'ont fait nos ancêtres eh bien, finissent par être véritablement la graine de ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, fatalement, les choix que nous faisons aujourd'hui sont bien entendu le résultat de ce que auront ceux de demain. Moi, je suis jeune papa, je viens d'avoir une fille qui a 7 mois, et bien entendu, je me rends compte que toutes les actions que je fais aujourd'hui sont quelque part la construction de ce que ma fille sera demain. Et ça avec le nom, ça avec les dilemmes, ça avec la langue, ça bien sûr avec la construction dans laquelle chaque chapitre était là. Et donc je voulais quelque part donner un sort de fil d'Ariane dans cet éventail avec le personnage de Michel René, qui lui aussi est tout simplement en fait la métaphore quelque part de cet héritage, la métaphore simple, puisque chaque génération se passe le même nom, un nom en plus qui n'est pas véritable, un nom qui n'est pas vrai, un nom qui est faux, puisque c'est déjà à la base un nom d'emprunt
d'une autre personne, sans vouloir dévoiler la fin. Et donc, en fait, on est tous en train de se passer une fiction. On est sans cesse en train de se passer un récit qui n'a jamais existé, mais qui, cependant, finit par alimenter et nourrir la réalité. Donc, c'est la fiction qui alimente la réalité. Tu vois. Alors c'est vrai que c'était une de mes questions sur savoir si le fait d'être jeune papa avait aussi déclenché peut-être le bon moment, enfin pas tout à fait parce que vous avez commencé à écrire le livre avant, mais le bon moment pour écrire ce livre, et y compris le roman est dédicacé à votre fille qui seule connaît la suite. C'est comme ça que c'est dit, qui s'appelle Selva. Alors chez vous tout fait sens puisque Selva c'est la jungle, la forêt. Vous avez un livre qui s'appelle Jungle, le premier qui n'est pas un roman, mais qui raconte une expédition. Donc voilà, tout fait sens. Et effectivement, l'héritage, tout est dans tout. Et l'héritage est dans tous les sens possibles, effectivement. C'est tout à fait ça. L'idée, c'était de créer une circularité, une cohérence. C'est-à-dire que j'aime, quand je découvre un auteur et quand je m'intéresse à son œuvre, je ne suis pas du tout en train de me mettre dans cette catégorie, je suis hyper jeune, j'ai encore tout à faire, tout à apprendre, tout à écrire. Mais en effet, j'aime, quand je découvre un auteur, de me rendre compte qu'il a une cohérence dans son univers, qu'on retrouve en effet soit des obsessions, soit des personnages, soit des traboules, soit des passerelles, soit des ponts, qu'il ne plante pas l'aiguille sans fil, tu vois, qu'il sait ce qu'il est en train de faire et qu'il n'est pas en train de, lui, capricieusement, mettre dans son livre quelque chose parce qu'il voulait absolument le mettre, mais sans prendre en compte qu'il y a derrière, en effet, eh bien, toute une mosaïque, toute une fresque de personnages qui sont en train de se construire. Donc, en effet, moi, je vais piano, en train d'essayer de construire quelque chose, tout un territoire. Il me semble que c'est Deleuze qui disait que constituer un territoire est la naissance de l'art. J'essaie de constituer, en effet, un territoire qui est cohérent à chaque fois. Et si tu veux vraiment qu'on aille dans le petit détail, mais là, c'est un clin d'œil pour la petite histoire, Selva, en effet, veut dire tout simplement jungle en espagnol, et était, à la fin du livre, lorsque, un minuscule petit passage où je dis en effet que Hilarioda, eh bien, prenait ce bateau de retour et il faisait le même trajet quelque part que son arrière-grand-père qui, lui, un siècle auparavant, avait posé la première pièce d'un échiquier et qui devait se continuer dans une longue et lente jungle d'événements. Et donc, c'est le petit clin d'œil, si tu veux, que dans la traduction espagnole, qui est en train de se traduire, ils vont mettre dans una larga y lenta selva de eventos, non? Et ça permet en effet d'introduire ma petite selva délicieuse qui est pas loin. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez juste avant, c'est-à-dire qu'effectivement, ça c'est aussi clair chez vous, c'est l'héritage d'écrivains que vous avez, que vous revendiquez, des écrivains auxquels vous rendez hommage. Il y a des clins d'yeux aussi, des clins d'œil dans le roman à certains écrivains, et à la fois la conscience, la volonté même de construire, pour ce qui vous concerne, une œuvre. Donc il y a non seulement cet héritage littéraire en disant je viens de là, mes racines littéraires c'est ça, et à la fois on retrouve, pour ceux qui vont lire vos romans peut-être les uns derrière les autres, on retrouve des personnages, des Bracamonte, des gens comme ça, qui font des liens d'un roman à l'autre et qui font que non seulement on peut lire ce roman encore une fois tout seul parce qu'il se tient debout tout seul, mais on peut l'augmenter comme on dirait aujourd'hui de la réalité augmentée, on peut l'augmenter de la lecture des autres romans et du coup c'est pour ça qu'on attend aussi la suite, pour savoir comment cet univers va s'étendre. Inch'Allah, moi aussi je m'attends pour être tout à fait honnête, je suis curieux de savoir comment ça va s'étendre. Mais c'est quelque chose qui me plaît aussi, et il me semble que dans la construction, dans le BTP, on utilise cette métaphore qui est celle des pierres d'attente. C'est-à-dire que lorsque tu as un immeuble, il laisse parfois des pierres d'attente comme ça, qui permettent en effet de ressortir un tout petit peu, et qui font que lorsque tu as un immeuble mitoyen qui va se coller avec, ils utilisent la même pierre pour pouvoir garder la même structure, et l'un tient sur l'autre. Eh bien, dans tous les romans, j'ai voulu laisser ces pierres d'attente, qui, il me semble qu'on appelle ça des pierres en harpe. Et si on utilise en effet la même, si on continue à filer la métaphore, et même si ce n'est pas la même étymologie, on pourrait dire que c'est une sorte d'arpège qui est en train d'être utilisé de personnage en personnage, de livre en livre, pour pouvoir constituer un même ensemble de bâtiments, un phalanstère, un familistère, ou quelque chose en effet qui soit un petit peu plus circulaire et qui montre en effet que chaque pierre est posée pour une raison précise. Les Bracamonte sont là depuis le voyage d'Octavio
Et il y en a dans Sucre Noir, il y en a en effet un dans Héritage, et c'est déjà annoncé, et peut-être que tu l'as vu dans Héritage et dans Sucre Noir, qu'il y aura un Babel Bracamonte dans un livre sur Maracaibo, et il y aura également un Bracamonte dans un livre qui s'appelle Libertalia, et que je porte dans mon cœur depuis de nombreuses années, sur des marins utopistes. Et donc, en effet, tous ces Bracamonte vont finir par faire une sorte d'ensemble, et qui sait si un jour je décide d'écrire un livre qui s'appellerait Le ventre de Madame Bracamonte, dans lequel je donnerai un petit peu, je dresserai la liste de cette lignée étrange et mystérieuse, la malédiction des Bracamonte. Alors, dans ce livre, il y a aussi, entre autres choses, la question ou la thématique de l'exil et de la migration. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que il était question tout à l'heure de la langue française qui se transporte, dont à la fois vous revendiquez l'héritage, mais que vous remettez aussi un peu à sa place en disant, voilà, le français, c'est aussi le français à l'extérieur. Et effectivement, on sait aujourd'hui qu'il y a plus de monde, de francophones hors frontières françaises que sur le territoire français. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a, du coup, avec cette histoire de migration, ça nous ramène aussi, puisqu'on arrive aux années 70-75, donc très très proche de nous. Et là, la migration, toute la question de la migration, elle nous rapproche, elle nous rappelle ce qu'on vit aujourd'hui, elle remet en perspective ce qu'on vit aujourd'hui, avec cette idée que les Français, à un moment donné, ont migré aussi, et quand ils sont revenus, on les a pas forcément accueillis correctement non plus, parce qu'ils étaient à la fois quand même français, mais plus tout à fait. Donc il y a toutes ces questions-là qui se jouent, y compris la question de la nostalgie quand on est en exil. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses autour de cette notion de migration dans le roman. Bien sûr, moi je suis très humble face à ces affaires-là, parce que pour avoir grandi avec un exilé, pour le coup, avec un père exilé, lorsque tu as vécu l'exil, tu ne traites pas ce sujet avec autant de romantisme et avec autant de baroque. Sinon, au contraire, avec une forme d'aridité, d'acidité, une forme de sécheresse et de douleur, que moi, en effet, je peux m'en épargner, puisque je ne l'ai pas véritablement vécu. C'est-à-dire que moi, j'ai passé ma vie à voyager, mais ce ne sont pas des exils forcés. Ce sont à la fois des déplacements et des voyages. L'idée était bien sûr de pouvoir rendre hommage d'une certaine manière au courage discret de tous ces Français qui ont été migrants autrefois, qui eux sont partis pour des raisons, que ce soit en effet pour fuir la commune, que ce soit à cause du phylloxéra, que ce soit à cause du déboisement du 19e siècle européen, parce qu'on avait besoin de bois pour pouvoir faire du feu et chauffer de l'eau pour alimenter des machines à vapeur, alors qu'on était en pleine révolution industrielle, que ce soit pour la famine, que ce soit également du côté allemand, avec ces délégations latino-américaines qui allaient en Allemagne et qui offraient des terres aux paysans et aux agriculteurs allemands pour pouvoir partir en Amérique latine et cultiver les terres, et aussi se lier avec les populations locales pour pouvoir, et je cite selon les textes, améliorer la race, élever la race, imagine-toi. Donc en effet, c'est quand même dingue de se dire qu'il y a eu à un moment, fin 19e, sans même parler des Juifs qui fuyaient les pogroms tsaristes, en effet, à Odessa, et qui prenaient des navires en fer pour se retrouver à Ellis Island. On est en train de parler que l'Europe s'est vidée pour pouvoir arriver dans l'autre continent. Rendre hommage, en effet, à ces Français-là. Et également, si tu parles de la migration, tu parles également de l'accueil. Et donc, à la fin du texte, comme tu le disais si bien, de pouvoir parler de ces nouveaux Chiliano-Français ou ces nouveaux Français qui arrivent en exil un siècle plus tard, après 4 générations de l'autre côté de l'Atlantique, à 12 000 kilomètres de distance, qui s'installent en France et, ou du moins, c'est l'expérience familiale, ils ont été bien reçus. C'est ce que dit mon père, on leur a donné un numéro de sécurité sociale, on leur a donné des possibilités pour pouvoir s'installer, on leur a donné une maison, on leur a ouvert les bras. Ça a permis en effet que mon père s'installe au Chili, qu'il rencontre ma mère et qu'il me donne à moi une bonne éducation. Et donc, presque 40 ans plus tard, il y a ce garçon, né d'un exil, qui est en train d'écrire cette histoire et qui, quelque part, est en train de rendre, avec ce livre, la générosité à ceux qui, il y a 40 ans, ont bien voulu ouvrir leurs bras à mon père. Et donc, ça fait réfléchir par rapport, comme tu le disais si bien, à tous ces migrants qui sont sans doute aujourd'hui aux portes de la France et dans lesquels on ne les connaît pas, on a peut-être peur d'eux, mais peut-être qu'il y a parmi eux, dans ces tentes, les prochains astrophysiciens, les prochains médecins, les prochains écrivains, les prochains musiciens, et qu'en ouvrant le bras,
en ouvrant les frontières, en ayant une porosité au niveau des frontières, peut-être qu'on peut enrichir et alimenter notre culture. Alors, pour terminer, parce qu'on ne va pas tarder à arriver à la fin de l'entretien, une dernière question sur l'écriture. Donc, dans ce roman, comme je l'ai dit, on retrouve la luxuriance qu'on aime aussi chez vous et qu'on trouve déjà dans les premiers romans. Il y a juste la dernière partie qui est beaucoup plus difficile, qui est beaucoup plus rude, qui est beaucoup plus concrète. Et est-ce que ça a été la partie la plus difficile? Parce que là, effectivement, en plus, on lit ce roman, on lit ce roman avec beaucoup d'enthousiasme. Et encore une fois, il y a de la poésie, il y a de la magie, etc. Et puis là, on arrive à une période qui est rude, évidemment, qu'on ne peut pas traiter, même s'il y a quelques petits éléments, mais on ne peut pas la traiter de façon en mettant de la luxuriance et de la magie comme le reste. Est-ce que ça a été la partie la plus difficile à écrire pour vous? Sans doute la partie la plus difficile, en effet, parce qu'en plus, elle me touche à un niveau personnel. Pour la première fois, j'ai lu le livre de mon père dans lequel tu as 300 pages absolument affreuses, dans lesquelles il donne des détails sur le centre de torture. Tu te rends compte non seulement comment lui, il a passé sa jeunesse, ou du moins une partie de sa jeunesse, mais surtout quelles ont été toutes les humiliations qu'il a dû vivre. Il a l'intelligence, le courage, l'impudeur, la politesse, aller savoir... mais il a en effet, quelque part, l'élan de tout raconter. Et de raconter même les choses les plus laides, humainement. Et donc tu te dis, en le lisant, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que moi j'avais 33 ans en lisant ce livre, je me dis, je n'ai pas passé 33 ans avec un homme qui a vécu ça sans jamais véritablement le savoir. C'est-à-dire que c'est absolument horrible les choses qu'il a pu vivre. Et pourtant, il n'en a jamais parlé. Donc, ça a été de choisir, est-ce que je décide de tout mettre, parce que tu as envie de tout mettre, mais d'un autre côté, et c'est normal, tout le monde s'en fiche de ce qu'a vécu mon père dans la torture. Donc, qu'est-ce que tu choisis pour pouvoir l'intégrer à ton corps narratif? Qu'est-ce que tu choisis d'éliminer? Et tu sais que ça restera, entre guillemets, un peu dans l'oubli, puisque c'est un texte qui ne se retrouve plus. Comment tu l'écris, c'est-à-dire la langue que lui utilise il y a 40 ans à 18 ans, est une langue, en effet, qui n'a rien à voir avec celle que moi j'utilise pour pouvoir raconter la volière, par exemple, ou les oiseaux, ou la fauconnerie. Donc, comment tu arrives à créer une bonne mélasse pour pouvoir tisser avec le même baroque, la même luxuriance, mais tout en gardant une sorte de douleur, une sorte d'écriture métallique? Comment tu fais pour tisser ça en même temps? Et là, sans doute, on revient à cette idée de l'équilibre et du dosage, qui a été sans doute la partie la plus compliquée du texte. Heureusement, mon père est un homme qui a beaucoup d'humour. Et il se trouve, en effet, que dans son texte à lui, c'est rempli de blagues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule page où tu n'as pas une petite blague, une sorte d'autodérision dans cette situation absolument affreuse. Tout le temps, une petite blague. Peut-être parce qu'il était jeune aussi, il avait 18 ans, donc il était attentif à ça. Mais tu as sans cesse quelque chose de rebondissant, de pétillant, d'un peu coloré, un peu bariolé. Et donc, j'ai essayé de me rattacher aussi à ces jeux-là, quoi. Donc là a été en effet ce cocktail pour pouvoir justement à la fois conserver le même ton, le même sentiment, le même parfum d'écriture, de style du début du texte, tout en mettant quelque chose de terrible, de froid, mais sans en perdre l'éclat. Là a été le jeu. Il me semble que c'est réussi, en tout cas, puisque ça s'intègre tout à fait dans la continuité du texte, sans que ce soit évidemment sur la même tonalité. Et il me semble que vraiment ça met en valeur, tout se met en valeur en fait. C'est-à-dire que la première partie qui est poétique et magique met en valeur la dureté de la dernière et à la relecture ou rétrospectivement tout se répond aussi. Tu vois, c'est là que c'est intéressant. En plus, c'est intéressant que tu me le dises, parce que je ne veux pas revenir au prochain livre, mais comme je l'ai en tête en ce moment, tu sais, on est toujours décalé, non, par rapport aux promotions du livre. Moi, j'ai fini Héritage, j'ai fait l'écrire il y a presque 10 mois, et j'ai déjà commencé l'autre, non. Donc, on est toujours un peu décalé dans ce jeu des promotions et de défendre un livre.
Quoi qu'il en soit, il se trouve que, et je finirai là-dessus pour ne pas te voler beaucoup de temps. Non, on peut. Là, on a 5 minutes encore. Du côté de mon grand-père maternel, donc, qui s'appelait Antonio Borja Romero, orphelin, déposé sur les marches d'une église, dans une rue qui aujourd'hui porte son nom, parce qu'il est devenu médecin, cardiologue, il est devenu président de l'école de médecine, il est devenu recteur de l'université, il a fondé la première université de Maracaibo qui aujourd'hui porte son nom, Antonio Borja Romero. Il y a un quartier entier, une rue qui porte le nom de ce grand-père, et il était sénateur, il est devenu député, et donc c'était une sorte de figure publique. Tu ne peux pas aujourd'hui lire l'histoire de tout l'ouest du Venezuela, de l'état de Zulia, sans tomber à un moment ou à un autre sur Antonio Borja Romero, alors qu'il était sans doute fils d'un voyou et d'une prostituée, qui a été déposé sur les marches d'une église, comme ça, en espérant que la charité chrétienne finisse par l'élever. Et il était élevé par une mendiante. Ouais. Tout ça pour te dire, en effet, que c'est un personnage tellement connu qu'il y a eu une journaliste qui s'appelle Diana Boarques, qui a fait un livre sur lui, qui s'appelle El Rector Eterno, le recteur éternel, dans lequel elle raconte toute son histoire. Ce livre est pour moi essentiel, comme le livre du Relato en Frente Chileno de Hilario Da, pour la documentation du livre que je suis en train d'écrire. Et il se trouve, et tu ne me croiras pas naturellement, mais encore une fois, la réalité n'a pas les pudeurs de la... Non, j'y crois pas une seconde. Ça va une seconde. Et il se trouve en effet que Antonio Borja Romero, pendant la dictature de Marcos Pérez Jiménez, donc c'est une dictature qui a été de 1950 à 1958, a lui aussi été arrêté et lui aussi été torturé dans des geôles au Venezuela. Donc tu te dis, c'est un problème. En lisant ce passage, je me dis, il y a un problème. Je ne peux pas refaire le coup. Et non, pas deux fois la même chose. Pas deux fois la même chose. Et pourtant, c'est vrai. Et il y a cette anecdote qui est hyper belle. Alors, encore une fois, on croit, on n'y croit pas, etc., mais que j'ai trouvé tellement belle en lisant le livre. Lui était médecin. Semblerait qu'il est donc arrêté, emmené dans cette geôle. On lui dit, le pire de tous les tortionnaires va arriver, il va te faire parler, tu vas voir. Il attend dans sa cellule. La porte s'ouvre. Le tortionnaire entre, un grand type comme ça, et en le voyant, lui dit « Docteur, si, vous avez opéré ma mère il y a 5 ans et vous lui avez sauvé la vie. Alors moi, je ne vous toucherai pas. » Là, ça, il faut absolument le mettre dans le roman, ça, c'est voilà. Évident. Mais du coup, en effet, je vais me retrouver dans le même dilemme, si tu veux, d'avoir à la fois le côté fantastique, merveilleux, tu vois, romanesque de cette histoire de self-made man, et à côté, en effet, tous ces passages de dictature. Mais malheureusement, et je le dis vraiment, malheureusement, le livre ressemblera peut-être un peu trop à Héritage. Et je te dis, même en lisant la partie de la torture, je me suis dit, merde, comment je fais? Il va falloir mentir. Eh oui, on va encore avoir droit à une belle page de merveilleux, je le sens. Et c'est tant mieux. Mais en tout cas, voilà, quand je vous écoute, c'est quand même incroyable cette histoire familiale qui, déjà en soi, est romanesque, qui est du matériau béni, j'imagine, enfin, entre guillemets, pour l'écrivain, quelque difficile qu'elle soit, évidemment, et quelque dure qu'elle soit, pour l'écrivain que vous êtes. Et à la fois, je me dis, c'est quand même fabuleux d'arriver à en faire des livres aussi lumineux, parce que effectivement, c'est quand même une histoire difficile que d'autres aussi peut-être ont vécu avec des ancêtres moins connus ou voilà des exilés chiliens, il y en a d'autres, etc. Mais en tout cas, voilà, moi je crois qu'on est tous admiratifs de la façon dont vous arrivez à englober tout ça pour en faire des livres aussi lumineux. Voilà. Merci beaucoup, ouais, ça me touche énormément. Vraiment, c'est extraordinaire, Thierry. En tout cas, merci Miguel pour tout ça. Et puis du coup, alors on a parlé pas mal du livre, mais même si on a été jusqu'à la fin du livre, mais on n'a pas parlé de tous ces personnages, et c'est très bien, comme ça, ceux qui ne l'ont pas lu pourront les découvriront l'histoire du Trudeau. On n'en a pas parlé, c'est tant mieux aussi, parce que comme ça laisse un mystère. Je pense que tout le monde va se trouver sur le bouquin pour dire qu'est-ce que c'est que cette histoire de Trudeau. Donc, c'est aussi bien. Et du coup, le prochain, il y a déjà une date à peu près de parution ou pas? Non, il n'y a pas de date pour encore une fois tout vous dire. Et, moi, donc j'ai écrit ce livre Héritage à Rome, à la Villa Médicis, parce que j'avais eu la résidence pendant 1 an à la Villa Médicis. Et l'année prochaine, je pars vivre à Berlin, parce que j'ai trouvé une résidence d'écriture à Berlin aussi. Donc en effet, je vais finir de l'écrire à Berlin. Donc sans doute jusqu'en mai-juin 2022, je serai encore en train de l'écrire. Donc soit je le publie à rentrée 2022, soit, et j'espère pouvoir le faire, c'est ce que je préférerais,
septembre 2023. Comme ça me laisse encore plus de temps pour pouvoir perfectionner le livre, l'améliorer, le retravailler. Et moi, c'est la seule chose que je demande au monde et à la maison d'édition, c'est me donner le plus de temps possible pour écrire. Oui, mais nous, on attend, Miguel, on attend. Merci beaucoup, c'est grave. Mais je ne suis pas du tout dans la course à la publication. Au contraire, moins tu publies, mieux tu publies. Tu vois. On va savourer, comme ça on savourera le prochain roman et c'est très bien. Merci, en tout cas, merci pour tout, Miguel. Merci. Merci à toi. Et merci à 2023. Alors, rendez-vous à 2023. Oui, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Miguel. À bientôt. Merci encore une fois.